Attaque contre un camp militaire à Dioura dans le centre du Mali ce dimanche. Bilan, 21 militaires tués. Crash de deux Boeing 737 MAX 8 faisant plusieurs centaines de morts en Éthiopie et en Indonésie. Les boîtes noires révèlent des similitudes claires. Puis passage du cyclone Idai au Zimbabwe, au Mozambique, plusieurs personnes ont trouvé la mort et beaucoup d'autres sont portées disparues. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, 21 militaires maliens ont été tués ce dimanche à l'aube dans une attaque contre leur camp à Dioura dans le centre du Mali. Selon des sources locales, l'opération a été menée par un groupe terroriste dirigé par un déserteur passé dans les rangs djihadistes en 2012. Les détails, ce sera dans cet élément. 21 corps de militaires maliens ont été enterrés dimanche à côté de Dioura, dans le centre du Mali. Ils ont été tués au cours d'une attaque menée contre le camp de l'armée malienne à Dioura. Selon les forces armées maliennes, l'attaque a été commise par des groupes terroristes sous le commandement de Bahag Moussa, un colonel déserteur de l'armée, proche du chef djihadiste touareg malien Yag Ag-Gali. Outre les pertes en vies humaines, les forces armées maliennes enregistrent également des dégâts matériels. Mardi dernier, 6 militaires maliens ont été tués après que leur véhicule ait sauté sur une mine dans la région de Mopti. 2 soldats français de Barkhane avaient été grièvement blessés quelques jours plus tôt dans leur campement temporaire près de la frontière du Niger. Le nord malien était tombé en mars-avril 2012 sous le contrôle de groupes islamistes liés à Al-Qaïda qui en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale qui se poursuit. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues dans le centre et le sud et le phénomène déborde sur les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Selon les Nations Unies, ces attaques s'ajoutent à des conflits intercommunautaires qui ont déjà fait plus de 500 morts parmi les civils dans le centre en 2018. Direction le Soudan où des manifestations de soutien aux chômeurs ont eu lieu ce dimanche. C'était Takatoum. Voici les précisions. Déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations sont quasi quotidiennes depuis le 19 décembre dernier au Soudan. Les contestataires accusent le chef de l'État qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989 de mauvaise gestion économique et réclament son départ. Ce dimanche, des manifestants ont protesté à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman. Sur le t-shirt d'un manifestant, on pouvait lire « Je suis au chômage et mon travail actuel est de renverser le régime ». Les organisateurs avaient appelé à manifester en soutien aux chômeurs. Selon le Fonds monétaire international, le taux de chômage au Soudan a augmenté ces dernières années et s'élève actuellement à environ 20%. Des proches de manifestants emprisonnés ont d'autre part organisé un sit-in devant le quartier général du puissant service national du renseignement et de la sécurité qui a arrêté depuis décembre des centaines de manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes, d'après des ONG. En visite à Khartoum, Goussa Bilirakis, un membre du Congrès américain, a appelé ce dimanche à libérer tous les détenus politiques, y compris les protestataires. Et selon des témoins, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les rassemblements. Face à la contestation qui perdure, le président Omar El-Béchir a décrété le 22 février l'état d'urgence dans tout le pays. Ce journal se poursuit. Les vols des 2 Boeing 737 MAX 8 qui se sont écrasés récemment, faisant plusieurs centaines de morts en Éthiopie le 10 mars et en Indonésie en octobre dernier, montrent des similitudes claires selon leur boîte noire. De son côté, Boeing a annoncé ce dimanche la correction très prochaine d'un logiciel de stabilisation de ses appareils. Reportage. 17 cercueils recouverts du drapeau éthiopien étaient transportés par des voitures noires à travers les rues d'Addis Abeba ce dimanche. Ils étaient escortés par des centaines de personnes venues rendre hommage aux victimes éthiopiennes du crash qui s'est produit une semaine plus tôt. L'accident du vol d'Ethiopian Airlines est le second en moins de 5 mois pour le Boeing 737 MAX 8,
après celui de l'appareil de Lion Air abîmé en mer de Java, tuant 189 personnes. Suite aux 2 incidents, le Boeing 737 MAX est désormais cloué au sol dans le monde entier. L'enquête portant sur l'enregistreur des paramètres a révélé des similitudes claires entre le vol 302 d'Ethiopian Airlines et le vol 610 de Lion Air. L'enquête sur l'accident de Lion Air a mis en cause un dysfonctionnement sur le système de stabilisation en vol, destiné à éviter un décrochage de l'avion, le MCAS, entendez Maneuvering Characteristic Augmentation System. Le MCAS, conçu spécialement pour les 737 MAX afin de remédier à des moteurs plus gros et plus lourds que ceux équipant les 737 d'ancienne génération, met l'avion en piqué lorsque l'appareil est en décrochage afin de regagner de la vitesse sur la base d'une appréciation erronée dans ce cas. Le PDG de Boeing a annoncé ce dimanche que le constructeur était sur le point de finaliser le développement d'un correctif du système antidécrochage MCAS du 737 MAX. Au Sénégal, le marché Peterson, situé au centre de Dakar, a pris feu. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais le dégât matériel est considérable. Cet incendie est le 2e qui se produit à Peterson en l'espace de 6 mois. Le point avec Cheikh Berti. Ces pompiers tentent difficilement de maîtriser les derniers feux dans cette boutique. C'est vendredi matin, les commerçants du marché Peterson ont été surpris par ces flammes d'une rare violence. Une 60aine de boutiques sont parties en fumée. Les autorités parlent d'installation anarchique. C'est pas la même fois que ça se passe. Bon, vous savez, à chaque fois que c'est de l'autre côté, cette fois-ci c'est ce côté-là. On est en train de voir pour évaluer les dégâts et voir sur l'origine du feu. Mais ce qui est certain qu'il y a eu des occupations anarchiques, effectivement, et des occupations illégales de la voie publique. Devant sa boutique, Habib ne peut que constater les dégâts. En espace de 6 mois, c'est la 2e fois que sa boutique est réduite en cendres. Un véritable coup dur pour lui qui détenait 2 magasins. On a perdu plus de 99% de notre bien qui sont à l'intérieur. On n'a rien n'est sorti à l'intérieur. Tout a été calciné. Bon, l'intervention des sapeurs-pompiers jusqu'à présent n'ont pas pu éteindre l'incendie. Sous la sirène des pompiers, les commerçants victimes remuent les cendres et décombres à la recherche d'effets personnels et ou même de l'argent. C'est le 3e incendie ici depuis 2015. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du feu. Plusieurs personnes ont trouvé la mort au Zimbabwe et au Mozambique, voisins au cours du passage dévastateur du cyclone tropical Idai. Par ailleurs, beaucoup d'autres personnes étaient portées disparues ce dimanche dans ces 2 pays d'Afrique australe, ravagés par des inondations et des vents intenses. Reportage. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a annoncé ce lundi que Beira, la 2e ville du Mozambique et ses environs, ont été endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Ida. Le cyclone Ida s'est abattu sur le centre du Mozambique ce jeudi soir avant de poursuivre sa course au Zimbabwe voisin, emportant routes, écoles, maisons et barrages. Le bilan pouvait s'alourdir une fois l'étendue des dégâts connus, sans compter que de fortes pluies sont encore attendues dans la région, a prévenu la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le cyclone Ida a fait une entrée dévastatrice sur le continent dans la nuit de mercredi à jeudi, en noyant Beira sous des trombes d'eau avec des vents allant jusqu'à 190 km/h. Direction le Togo, où les notaires ont tenu leur 11e université qui a pris fin la semaine écoulée. Au cours des assises, les hommes de droit se sont penchés sur le nouveau code foncier domanial adopté au Togo depuis juin 2018. Plus d'explications à travers ces propos recueillis par Ferdinand Gadi, notre correspondant à Lomé. Cette 11e université s'inscrit dans le cadre habituel de renforcement des capacités des notaires et surtout, elle a été justifiée par la nécessité de s'enrichir et de s'approprier les nouvelles lois adoptées par le Togo, notamment la matière foncière qui est tout à fait nouvelle. Le code a été adopté le 14 juin 2018. Vous convenez avec moi que les lois sont faites pour être appliquées et qu'elles doivent être maîtrisées. Et en ce sens, nous avons besoin de nous approprier cet outil qui nous confère tous les droits
en matière foncière, la sécurité y afférente. Et donc, nous avons donc besoin de nous en approprier pour la sécurité foncière au Togo. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé de 3 thèmes d'actualité en ce moment, et notamment le premier concernait le rôle du notaire auprès des collectivités locales, un second qui a porté sur la dématérialisation des actions et en droit au WADA, et le troisième qui a porté sur le rôle du notaire, le rôle et la responsabilité du notaire dans le nouveau code foncier. Et parlant toujours du nouveau code foncier domanial adopté en juin 2018 par le Togo, il prévoit que les ressortissants de l'espace CEDEAO ou de l'UEMOA doivent prendre une autorisation préalable selon l'article 317, contrairement aux ressortissants français. Plus de précisions à travers ce extrait. Alors, l'article 317 du Code foncier domanial dispose que pour un étranger qui veut acquérir un bien foncier, des droits réels immobiliers chez nous au Togo, cet étranger doit obtenir une autorisation préalable avant de pouvoir acquérir. Alors, cette autorisation est délivrée sous le régime d'un décret des années 60-61 par le Premier ministre. Donc, il faut d'abord obtenir cette autorisation préalable avant d'acquérir. Ne pas acquérir avant d'aller chercher l'autorisation préalable, sinon on serait dans une situation de régularisation qui est prohibée par le Code foncier domanial. Donc le débat qu'il y a eu est un débat plutôt simple, puisque les notaires s'interrogent sur la situation des étrangers qui sont nos voisins, par exemple les Béninois, et sur les cas de réciprocité. Alors l'hypothèse est celle-ci. Un citoyen français, parce que nous avons un accord de réciprocité avec l'État français, peut acquérir chez nous sans difficulté. Mais un Béninois doit passer par l'autorisation préalable. Donc les notaires s'interrogent sur le point de savoir s'il ne serait pas pertinent de discuter de cette disposition pour voir dans quelle mesure l'on pourrait faciliter la tâche à nos voisins. En réalité, il faut comprendre l'autorisation préalable comme une mesure administrative. Une mesure administrative qui ne vise pas à interdire l'acquisition ou à corseter l'acquisition. Cette mesure vise à contrôler les acquisitions. Donc aujourd'hui, on peut penser que au plan administratif, si tout se passe comme il se doit, ces autorisations préalables devraient être délivrées de façon plus... Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. Au revoir et à demain.